Des pourparlers de paix secrets ont officiellement commencé, mais les exigences posées sont absolument insensées. Des hauts responsables se réunissent discrètement dans un pays neutre pour tenter d'arrêter la guerre. Le régime iranien vient d'exiger le droit légal de prendre en otage l'économie mondiale, réclamant la propriété totale de la voie navigable la plus critique du monde afin d'imposer un péage mafieux. Mais les États-Unis ne cèdent pas à ce chantage. Pendant que les diplomates discutent, le Pentagone a discrètement mobilisé des milliers de parachutistes d'élite, prêts à intervenir rapidement, les positionnant aux côtés d'une flotte des Marines en approche, pour une attaque terrestre hautement confidentielle si les négociations échouent. Alors regardons ce qui se passe et ce qui nous attend. Les négociations ont donc repris, et un sommet attendu devrait avoir lieu à Islamabad, au Pakistan. Du côté américain, nous avons J.D. Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner et même Marco Rubio qui seront présents. Et du côté iranien, nous aurons le président de l'Assemblée, le ministre des Affaires étrangères, qui a participé à toutes les négociations. Et le dernier nom, c'est celui qui faisait partie du Conseil de sécurité. Mais je suppose qu'il occupe un autre poste maintenant à cause de tous les assassinats qui ont eu lieu. Donc je ne suis pas vraiment sûr de son rôle actuel parce que les choses changent constamment. Mais la plus grande question est, pourquoi parler à l'Iran en ce moment ? Qu'est-ce qui justifie ces négociations ? Les États-Unis ou l'Iran ressentent-ils la pression ? Le président Trump a été interrogé hier à ce sujet. Écoutez sa réponse. Parce qu'ils vont conclure un accord. Ils ont fait hier quelque chose d'incroyable. Ils nous ont offert un cadeau. Le président est arrivé aujourd'hui et c'était un très gros cadeau qui valait énormément d'argent. Je ne vous dirai pas ce qu'est ce cadeau, mais il était très important. Prix. Et ils nous l'ont donné et ils ont dit qu'ils allaient le donner. Donc, ça signifiait une chose pour moi. Nous avons affaire aux bonnes personnes. Non, ce n'était pas lié au nucléaire, c'était lié au pétrole et au gaz. C'était vraiment beau ce qu'ils ont fait, mais cela m'a montré que nous avons affaire aux bonnes personnes, car on ne sait jamais avec la direction. Maintenant, nous ne savons pas exactement ce qu'était ce cadeau. Ça ne peut pas être un pétrolier venant aux États-Unis, parce que je pense qu'on pourrait le voir sur les images satellites. Peut-être que c'est un pétrolier que l'Iran a laissé passer par le détroit d'Ormuz comme preuve de bonne foi. Maintenant, les chiffres confirment cela. Regardez simplement ce graphique qui montre les navires passant par le détroit depuis le début de la guerre. Comme vous pouvez le voir, avant la guerre, le nombre dépassait largement 100 navires chaque jour. Et dès que la guerre a commencé, le nombre est tombé à un seul chiffre, allant parfois jusqu'à 1 ou même 0. Mais au cours des 3 derniers jours, le nombre de navires a discrètement augmenté. Et peut-être que c'était ça, le cadeau. Encore une fois, je veux être clair, je ne sais pas exactement. Je ne fais que deviner. Et vous donne quelques éléments pour appuyer mon hypothèse. Maintenant, ce que nous savons avec certitude, c'est que les négociations ont repris, et il semble que les États-Unis aient tiré la première salve en mettant une offre sur la table, l'offre d'ouverture. Maintenant, avant d'entrer dans les détails de cette offre, un petit rappel rapide. Cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous, car cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, regardons cette offre. D'après les rapports, elle contient 15 points. Et l'un des points est, bien sûr, un cessez-le-feu d'1 mois pendant que les négociations se poursuivent. En dehors de cela, voici les 14 autres points. Les points 1 à 11 sont des exigences des États-Unis, et les points 12 à 14 sont essentiellement des incitations américaines, c'est-à-dire ce que l'Iran obtiendrait s'il acceptait cela. Maintenant, passons en revue cela point par point. Premièrement, l'Iran doit démanteler ses capacités nucléaires existantes. Je suppose que cela signifie les installations nucléaires. Deuxièmement, l'Iran doit s'engager à ne jamais se doter d'armes nucléaires. Troisièmement, aucun enrichissement d'uranium ne se fera en Iran. Quatrièmement, l'Iran doit remettre son stock d'environ 450 kg d'uranium, enrichi à 60% à la IEA, qui est l'organisme de l'ONU chargé d'organiser tout cela. Cinquièmement, les installations nucléaires de Natanz, Asfahan et Fordon doivent être démantelées. Sixièmement, l'AIEA, l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, doit se voir accorder un accès complet, une transparence totale et un contrôle intégral à l'intérieur de l'Iran. Septièmement, l'Iran doit abandonner son modèle de recours à des groupes alliés dans la région. Huitièmement, l'Iran doit cesser de financer, de diriger et d'armer ses groupes alliés dans la région. Neuvièmement, le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et fonctionner comme un corridor maritime libre. Dixièmement, le programme de missiles de l'Iran,
doit être limitée à la fois en portée et en quantité, avec des seuils spécifiques à déterminer ultérieurement. Donc j'imagine que ce serait quelque chose qui serait négocié pendant le cessez-le-feu. 11e, tout usage futur de missiles serait réservé à la légitime défense. Nous allons parler dans un instant des avantages proposés à l'Iran. Mais d'abord, parlons de ce que signifient ces points. La majorité de ces exigences ressemblent à celles des États-Unis en février, avant la guerre. Nous savons qu'à cette époque, l'Iran avait refusé de les accepter. Nous l'apprenons du ministre iranien des Affaires étrangères et du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU, présent aux négociations, qui a affirmé qu'aucun accord n'avait été trouvé. Désormais, il semble que les États-Unis acceptent le programme de missiles iranien, et qu'ils tolèrent aussi que l'Iran possède un stock de missiles. Mais il y aurait une limite quant au nombre qu'ils peuvent posséder. Peut-être que ce nombre sera fixé à 1000 missiles qu'il serait permis à l'Iran de garder dans son stock, et il ne pourrait les utiliser qu'en cas de légitime défense. Donc, d'après mes souvenirs au moins, cela semble être la seule chose qui a changé. Maintenant, voyons ce que l'Iran obtient. L'Iran bénéficierait d'une levée totale des sanctions imposées par la communauté internationale. Les États-Unis aideraient l'Iran à développer son programme nucléaire civil, y compris la production d'électricité à la centrale nucléaire de Bushehr. Le mécanisme dit de snapback, qui permet la réimposition automatique des sanctions si l'Iran ne respecte pas ses engagements, serait supprimé. Pour être honnête, ce ne sont pas de nouvelles incitations. Les États-Unis les proposaient déjà avant la guerre et continuent de le faire. Donc si vous me demandez mon avis honnête, la probabilité que l'Iran accepte cela est très très faible. Mais c'est là qu'il faut garder à l'esprit que ceci est l'offre d'ouverture des négociations, raison pour laquelle les gens vont se rencontrer pour déterminer ce à quoi l'Iran et les États-Unis seraient prêts à consentir. Maintenant, malgré ce que vous avez pu entendre sur Twitter ou sur un autre réseau social que vous utilisez pour vous informer, l'Iran est en réalité en train de négocier, c'est-à-dire qu'il donne suite à cette offre. Ils n'y consentent pas, mais ils répondent. Cela vient du New York Times, qui affirme que Téhéran est en contact avec Washington, malgré les démentis iraniens concernant les négociations. Et c'est quelque chose d'important à retenir, les gars. Nous l'avons déjà dit aussi, et les gens continuent de tomber dans le panneau. Les médias iraniens, et même les responsables iraniens, ne vont pas dire publiquement « Hey, nous négocions avec les États-Unis ». La raison, c'est que s'ils le disent publiquement, les prix du pétrole vont encore baisser, et cela donne à l'Iran moins de levier pour négocier un meilleur accord. Plus les prix du pétrole sont élevés, plus l'Iran a de chances d'obtenir quelque chose qui lui convient. Donc même s'ils se préparent à signer un accord dans le futur, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Mais disons que dans le futur, ils se préparent à signer un accord. Ils ne diront pas qu'ils sont prêts à signer un accord, car ils ne veulent pas que les prix du pétrole baissent trop. C'est exactement pourquoi les médias iraniens nient très publiquement toute négociation, du genre « l'Iran ne négocie pas », parce qu'il est dans leur intérêt de continuer à le nier jusqu'à la toute dernière seconde. Mais néanmoins, malgré tout cela, le Wall Street Journal a bien rapporté les exigences iraniennes avant d'entrer dans les négociations. Donc c'est en quelque sorte une offre d'ouverture iranienne. Ils demandent toujours la fermeture de toutes les bases américaines dans le Golfe et des réparations pour les attaques qui ont eu lieu contre les infrastructures iraniennes. De plus, c'est sans doute la demande la plus choquante. L'Iran veut imposer un nouveau cadre juridique sur le détroit d'Ormuz, ce qui signifie que l'Iran souhaite percevoir des frais auprès des navires qui transitent par cette voie navigable, comme l'Égypte pour le canal de Suez ou le Panama pour le canal de Panama. Mais encore une fois, la grande différence ici, c'est que ces deux autres exemples sont des canaux et que les pays dépensent réellement de l'argent pour entretenir le canal. Et en plus de cela, ils sont construits sur le territoire panaméen ou sur le territoire égyptien. Le détroit d'Ormuz n'est pas comme ça. C'est une voie navigable internationale. Les États-Unis n'accepteront probablement jamais cela. Et c'est l'un de ces points pour lesquels on pourrait voir des troupes au sol être déployées si l'Iran ne cède pas là-dessus. Mais encore une fois, il est important de se rappeler que ce n'est que la demande initiale de l'Iran. Mais d'autres exigences iraniennes incluent des garanties que la guerre ne s'arrêtera pas et la fin des frappes israéliennes contre le Hezbollah. En plus de cela, l'Iran veut la levée de toutes les sanctions. Il le demande depuis longtemps, et les États-Unis le proposent si l'Iran accepte leurs exigences. Et enfin, l'Iran veut conserver son programme de missiles sans aucune limite. Ils ne veulent donc aucune restriction sur la portée ou sur le nombre de missiles qu'ils peuvent posséder. Selon les premiers rapports, il n'y aurait pas beaucoup de changements dans les exigences des deux parties. Les deux parties formulent avec les exigences, en partant du principe qu'elles sont en train de gagner. Maintenant,
C'est à vous de décider qui gagne et qui ne gagne pas. Un seul guide suprême a été assassiné, mais néanmoins, ce sont les premières exigences. Et le président Trump a d'ailleurs été interrogé à ce sujet. Pourquoi négocier avec l'Iran maintenant ? Pourquoi les États-Unis font-ils désormais confiance à l'Iran ? Une confiance absente il y a 5 semaines. Écoutez ceci. Qu'est-ce qui vous a poussé à demander un cessez-le-feu ? Récemment, vous disiez vouloir bombarder l'Iran, mais maintenant vous proposez des pourparlers de paix. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'ils nous parlent et qu'ils continuent à nous parler. Rappelez-vous, tout part du fait qu'ils ne doivent pas avoir d'armes nucléaires. Hier, j'ai demandé quels sont les 10 points principaux. J'ai dit, numéro 1, 2 et 3, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Et ils n'auront pas d'armes nucléaires, et c'est de cela dont nous parlons. Je ne veux pas le dire à l'avance, mais ils ont accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Que pensez-vous de votre ancien chef de la patrouille frontalière ? Il est important de rappeler que l'Iran affirme depuis des décennies ne pas vouloir d'armes nucléaires. Le problème vient de leurs actes, pas de leurs paroles. Leurs actes ne reflètent ni leurs déclarations publiques, ni ce qu'ils signent dans les accords nucléaires. Il faut donc un moyen rigoureux de vérifier les actes de l'Iran et de savoir s'il ment. Passons à un autre sujet. En se concentrant sur le régime iranien, il semble que la volonté de négocier ait moins à voir avec leur volonté d'abandonner leurs ambitions nucléaires qu'avec le fait que leurs stocks de missiles sont en réalité en train de diminuer. Cela vient du Daily Mail, où il rapporte que l'Iran pourrait n'avoir plus que ses 1000 derniers missiles qu'il utilise pour bombarder la région. Maintenant, bien sûr, il est important de se rappeler qu'ils auront toujours les drones Shahed, dont ils en ont probablement près de 100 000, et ils sont beaucoup plus faciles à produire ou à fabriquer en masse, même pendant que la guerre continue. Donc c'est quelque chose qu'ils pourront continuer pendant très longtemps. Mais en ce qui concerne les missiles, surtout les missiles balistiques, le stock diminue, et c'est quelque chose que l'on peut aussi constater quand on regarde les lancements qui ont lieu depuis l'Iran. Regardez les lancements visant les Émirats arabes unis. Au début de la guerre, il y en avait beaucoup, mais depuis, la tendance est à la baisse. Il y a aussi une théorie qui dit que l'Iran a économisé des missiles parce qu'ils veulent maintenir ce faible niveau de bombardement pendant très longtemps. Ainsi, ils exercent une pression sur l'économie mondiale. Honnêtement, il y a sans doute du vrai là-dedans. Parce que la semaine dernière, quand nous avons vu les Israéliens cibler le champ gazier iranien, l'Iran a immédiatement réagi en ciblant le champ gazier qatari, ce qui, bien sûr, n'a pas de sens. Mais lors de cette attaque, l'attaque iranienne, nous les avons vus utiliser des missiles qu'ils n'utilisaient pas beaucoup auparavant. Et nous les avons aussi vus augmenter le nombre de missiles utilisés pour cette attaque. Donc, il y a probablement une réflexion en cours dans les coulisses de la direction iranienne qui décide de maintenir le bombardement à un niveau faible. De cette façon, nous pourrons répondre à une éventuelle escalade qui pourrait survenir à l'avenir. Un risque de cette stratégie est qu'ils pourraient perdre leurs missiles pendant leur stockage dans leur complexe de missiles ou leurs bunkers souterrains. Si les avions israéliens ou américains découvrent l'emplacement exact des lanceurs de missiles ou des missiles, ils les détruisent avant que l'Iran n'ait la possibilité de les utiliser. C'est un problème pour l'Iran depuis le début de la guerre, car les avions américains dominent presque totalement le ciel iranien. Malgré tout cela, il semble que la télévision d'État iranienne soit prête à faire des promesses que l'armée iranienne a trop peur de tenir. Hier encore, la télévision d'État menaçait les Émirats arabes unis et Bahreïn d'une invasion totale. Et quand je dis cela, je le pense vraiment. Je ne plaisante pas. Écoutez par vous-même. Servir le peuple, tu dis ? Laissez-moi dire ceci à notre cher peuple. Quand il s'agit de la côte et des opérations côtières, les forces armées iraniennes sont pleinement préparées. Si les Américains commettent la moindre erreur dans la région, nous nous emparerons des côtes de Bahreïn et des Émirats arabes unis. Des exercices d'envergure ont également été menés à cet égard. Des exercices impliquant des opérations sur les côtes des Émirats arabes unis et de Bahreïn sont à l'ordre du jour de nos forces armées, d'une manière qui changera la donne. Gardons les coordonnées et détails pour plus tard. Nous allons changer la donne de manière à apporter une réponse qui fera regretter l'ennemi. On pourrait dire qu'ils gardent leurs options ouvertes, au cas où les négociations échoueraient. Eh bien, les États-Unis font la même chose. Hier, nous avons reçu un rapport indiquant que le Pentagone se prépare à déployer 3000 soldats en Iran, issus de la prestigieuse 82e division aéroportée. C'est l'une des forces de réaction rapide les plus prestigieuses dont disposent les États-Unis, et elle a la capacité de déployer un bataillon, soit environ 1000 soldats, en 18 heures,
ou une brigade complète, soit environ 3000 soldats en 72 heures. Il faut préciser que ce rapport survient peu après l'annonce du déploiement de 2500 Marines de la base japonaise à bord de l'USS Tripoli, actuellement en route vers le Moyen-Orient, où il devrait arriver peut-être la semaine prochaine. Donc, cela nous donnerait plus de puissance de feu, au cas où les États-Unis voudraient s'en prendre à l'île de Karg. L'île iranienne qui est très importante pour le CGRI parce que, en gros, c'est ce qui finance, vous savez, leurs dépenses. C'est pourquoi, selon certains rapports, les États-Unis estiment que contrôler cette île leur permettrait d'accentuer la pression sur le régime iranien pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Donc, au cas où les négociations échoueraient, c'est quelque chose à surveiller. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. En plus de cela, nous avons également d'autres rapports provenant du New York Times qui disent que le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman a poussé Trump à poursuivre la guerre malgré les attaques contre son pays. L'Arabie saoudite voit cette situation comme une occasion historique de remodeler la région et de la rendre plus sûre. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, mais l'Arabie saoudite et l'Iran n'étaient déjà pas très proches, même avant cette guerre. Maintenant que l'Iran vise les citoyens, infrastructures et raffineries saoudiens, il est facile de comprendre pourquoi l'Arabie saoudite est en colère et veut la disparition du régime iranien. Maintenant, ce qui est choquant, c'est que le président Trump a en fait été interrogé à propos de ce rapport et il l'a en quelque sorte confirmé. Pas directement, mais indirectement. Écoutez simplement. Arabie Saoudite, qu'entendez-vous à propos de l'Arabie Saoudite? J'entends simplement dire que vous avez discuté et qu'il vous a encouragé à faire certaines choses concernant l'Iran. Pouvez-vous expliquer en quoi il est un guerrier? Oui, c'est vrai, c'est un guerrier. Il se bat à nos côtés d'ailleurs. L'Arabie Saoudite a été excellente et les Émirats Arabes Unis aussi excellents. Et je vais vous dire, le Qatar incroyable. Maintenant, un autre aspect de toute cette histoire que beaucoup de gens, moi y compris, ont manqué, c'est que l'Iran attaque en quelque sorte des nations selon des clivages sectaires au sein de l'islam. Vous voyez, l'Iran est une nation à majorité chiite, tandis que l'Iran attaque tous ces pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, qui sont à majorité sunnite dans la foi musulmane. C'est quelque chose qui risque de réorienter la région après cette guerre selon des lignes sectaires. Maintenant, je vais être honnête, je ne suis pas un expert dans tout cela. Donc nous avons un extrait du professeur Michael Clark qui explique tout cela. Écoutez bien. Le fait est que tout le monde au Moyen-Orient doit réévaluer ses choix politiques et sa politique de sécurité. Lors de ces réévaluations, la situation deviendra très intéressante et importante. Il s'agit de la différence entre les chiites et les sunnites au sein de l'islam. Il y a environ 2 milliards de musulmans dans le monde. 10 ou 15% d'entre eux sont de confession chiite et non sunnite. Mais la majorité de ces 10 ou 15% sont concentrés au Moyen-Orient. Donc ces clivages peuvent être très marqués. La différence entre musulmans chiites et sunnites n'est pas insignifiante et ils se sont déjà affrontés violemment. Quand on y pense ainsi, l'Iran est considéré comme le bastion du chef de la foi chiite et l'Arabie saoudite comme le chef de la foi sunnite, et ce sont des sociétés concurrentes dans à peu près tous les sens du terme. C'est assez spectaculaire si on le regarde par bloc de pays. Mais si l'on considère la population, c'est différent. En Arabie saoudite, elle est très dispersée, alors qu'en Iran, elle est plus concentrée. Et le groupe des peuples chiites au Moyen-Orient se concentre vers le Yémen, un certain nombre de peuples en Turquie, pas beaucoup ailleurs. Ce type de configuration deviendra l'un des moteurs de la nouvelle donne politique de toute la région qui finira par prendre forme une fois cette guerre terminée.